Nous sommes le mercredi 19 novembre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi. Bienvenue à la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être des nôtres encore ce matin. J'espère que vous allez bien. Oui, une journée qui sera sans doute marquée encore une fois aujourd'hui en lien avec cette rupture entre Marois Risky et Pablo Rodriguez au Parti libéral du Québec. Ça a éclaté hier, cette histoire-là. Personne n'a vraiment vu venir. Et puis, voilà qu'il y a encore beaucoup de questions. Quelques éléments de réponse peut-être dans les journaux de ce matin. Je vais faire le tour des unes et de ce que l'on dit sur cette histoire-là. Il y a des développements, entre autres, dans le Journal de Montréal qui parlent de textos troublants qui sont sous enquête. Donc, je vais revenir là-dessus en revue de presse. Sinon, sport, météo, culture également. Véronique Méran est à mes côtés déjà à cette heure-ci. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. C'est quand même surprenant, là, le froid ce matin. Je me disais, l'hiver est vraiment installé. Oui, c'est vraiment le sentiment que j'avais. L'impression que... Tout à fait. Mais il y a un élément hivernal qui fait un retour, ce fameux refroidissement éolien dont on n'aime pas trop entendre parler. Ce matin, des ressentis sur le sud du Québec de -8 à -10. C'est un peu ça qui nous donne l'impression d'hiver. Et on était en situation hivernale beaucoup plus qu'automnale ces derniers jours parce qu'on est en situation de blocage atmosphérique aussi. Là, tout indique que ça commence à bouger un peu. Ah bon? Ce que ça va faire, c'est que, évidemment, on va le sentir surtout dans l'ouest canadien. De ce côté-là, il faisait doux depuis plusieurs jours. Là, on va commencer à avoir des poussées de froid un petit peu plus typiques de la saison. Mais au Québec, ça va être un petit peu plus subtil. On parle de petites impulsions de douceur à partir de vendredi. Oups, remontée des températures dans les normales, ça veut dire autour de 4 à 6 degrés, 4-5 degrés, histoire d'une journée seulement. Et par la suite, ça redescend. Donc, tendance quand même tout de même froide là, jusqu'à la fin du mois de novembre. Quelques brèves remontées possibles. Et début décembre, on va commencer à entendre parler de ce fameux vortex polaire, là, sa position et tout. Alors, on aura des incursions de froid un petit peu plus marquées, ce qui pourrait nous amener les premiers -10 au cours des nuits. Début décembre. Bon, peut-être que cette neige-là va rester finalement. Peut-être qu'on devra sortir nos râteaux dans la neige, disons-le comme ça. On va faire le tour en détail des prévisions dans les prochaines minutes. Le temps de me tourner vers Olivier Pellerin. Salut Olivier. Bonjour. On va commencer par ces bilans hier de 2 formations à Montréal, les Alouettes au football et les Roses au soccer féminin. Oui, les deux équipes qui avaient l'occasion pour les Alouettes de Montréal de mettre la main sur la Coupe Grey, les Roses de Montréal, pour tenter d'accéder à cette toute première finale de la Super Ligue du Nord. Dans des contextes bien différents, disons-le, mais deux équipes qui sont demeurées à court peut-être de leurs objectifs fixés cette saison. Tout d'abord, les Alouettes de Montréal qui digéraient encore très mal cette défaite contre les Rough Riders de la Saskatchewan, donc dimanche lors de cette Coupe Grey, une finale douloureuse qui, on sentait encore, de par les commentaires des joueurs, une vive déception. Il y a Alexandre Gagné qui a parlé de cette confiance qu'il y avait au sein de la formation d'être capable de trouver une solution malgré un match qui n'a pas tourné nécessairement à l'avantage des Alouettes, d'être capable de trouver cette solution pour peut-être aller chercher ces points qui manquaient et aller peut-être décrocher une Coupe Grey qui ne leur était pas nécessairement destinée de par ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Puis hier, bien sûr, Davis Alexander, lui, disait que c'était encore dur à accepter. Il n'a pas regardé le match encore et ça va prendre bien du temps avant d'être capable de le faire. Il y a Marc-Antoine Decoy qui, lui, a parlé de cette fameuse chimie, cette famille qui s'est créée au sein de la formation cette année et qui sera bien entendu un peu changer cette famille parce qu'il risque d'y avoir des joueurs qui partiront, des joueurs qui s'amèneront avec l'équipe et c'est ça qui fait peut-être le plus mal. On l'écoute. 2023, c'était un feeling vraiment exceptionnel, mais cette année, c'était même pas proche. Comme ça me faisait penser encore plus à mes années universitaires. C'est vraiment été un sentiment de famille, quelque chose que je recherchais aux Alouettes de Montréal. Vu que c'était mon équipe d'enfance. Fait que je veux juste remercier tout le monde, tous ces joueurs-là, toute l'organisation, parce que ça a été une année vraiment incroyable, malgré le fait qu'on n'a pas été chercher cette victoire-là. On aurait tellement aimé ça, pouvoir redonner ça aux fans, à la ville.
Donc, on sentait qu'il y avait une grosse implication et lui-même avait connu ses honneurs d'aller décrocher il y a 2 ans à cette Coupe Grey. Donc, peut-être qu'il y a eu un petit coup amer pour cette fin de saison. Puis chez les Roses de Montréal, c'était complètement autre chose. Nouvelle saison. L'objectif était de participer aux séries éliminatoires. C'était fait, mais il y a des ambitions d'être une des grandes équipes du soccer féminin international de par toutes les ligues professionnelles qui existent présentement. Donc, de ce côté-là, oui, il y a eu une réussite, mais quand même, on aurait aimé peut-être aller marquer des buts, être un peu plus incisive à l'attaque. Puis, il y a aussi un bilan de saison à faire de cette première saison en Super Ligue du Nord. Il y aura des choses à parfaire. Il y a entre autres Annie Larouche, qui est présidente de l'équipe, qui parlait d'une amélioration de l'expérience au stade. Tout était à faire. Dans la vente de billets, on est satisfait relativement de ce qu'on a réussi à faire cette année, mais il y a peut-être des choses à améliorer pour être plus attrayant pour les jeunes, les familles, jeunes hommes, jeunes femmes qui viennent voir justement les Roses de Montréal et qui apprennent à découvrir l'équipe. Puis sur le plan sportif, Mégane Sauvé, qui est capitaine de l'équipe, elle est relativement satisfaite de cette saison. On l'écoute. Oui, on voulait faire les playoffs, mais on savait qu'on allait les faire dans le sens où on a vu notre équipe, on a vu nos premiers matchs, comment on pouvait performer. Fait que nous, on va faire les séries, mais on va aller soulever le trophée. Fait que je pense que le fait peut-être qu'il nous manquait, comme je dis à plusieurs personnes, peut-être qu'un match fait la différence dans la saison où on finit deuxième, on joue un adversaire qui est différent. C'est peut-être plus dans nos... Il y a plein de paramètres qu'on aurait pu faire mieux. Puis je pense que le fait que ça s'est joué sur des détails, c'est là où les joueurs en ont un petit peu plus amers parce que je pense que si on réussit à peaufiner ces détails-là, peut-être qu'on est l'équipe championne. Donc, vous voyez, le sport, ça tient à peu de choses. Oui, c'est ce qu'on a peut-être constaté cette année avec cette première saison. Et d'ailleurs, félicitations à Vancouver pour avoir décroché le titre, ce premier trophée Diana Matheson cette année. Un petit mot rapidement sur le Canada qui a remporté toujours au soccer son dernier match de l'année contre le Venezuela. Oui, une victoire de 2-0 contre le Venezuela, ce qui clôt la saison pour le Canada en match amical. Donc ça a été une satisfaction. Match qui se déroulait à Miami, un match aussi où ça a été quand même assez rugueux dans la rencontre. Donc victoire de 2-0, rassurante pour la troupe de Jesse Marsh. Puis en terminant dans cette qualification pour la Coupe du monde 2026. C'est fait pour le Canada, pour les États-Unis et pour le Mexique parce qu'ils sont pays hôtes. Mais hier, il y a le Panama, Haïti et Curaçao qui se sont ajoutés dans ces pays de la CONCACAF qui participeront à ce grand festival du soccer l'été prochain. Donc, ce sont les équipes de la région qui se sont ajoutées à ces équipes qualifiées. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, donc, cette météo, un peu de temps doux à venir éventuellement. Oui, un petit redout vers la fin de la semaine. Éphémère, bref, mais saisonnier sans plus. On s'énervera pas. On ira avec... Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que c'est le retour du soleil. On l'a vu un peu hier. Oui, on le verra un peu plus aujourd'hui. Alors, on a quand même 2 journées où on a un ciel en alternance soleil et nuages. Donc, alternance soleil-nuage aujourd'hui. Il y a des nuages qui traînent vers Québec. L'Outaouais ce matin, ça va se dégager. Ça devient en moitié-moitié. Donc, disons-le comme ça, les températures, ça ne bouge pas. -1, 2 degrés, c'est ce qu'on a comme fourchette. La nuit prochaine, on sera encore autour de -4 à -7. Ça pourrait descendre jusqu'à -10 par endroit dans les Laurentides. Un ciel partiellement nuageux, ce qui fait que jeudi matin, tôt, la tendance sera au dégagement, puis on retrouve des conditions de ciel variables dans la journée. Même genre de mercure, ça varie entre -1 et 2 degrés. Les vents seront un petit peu moins soutenus qu'hier aujourd'hui. Donc ça va quand même faire une différence. Des vents d'une vingtaine de kilomètres à l'heure, secteur sud-ouest, et demain, pas de vent. Donc ça, c'est bien. Système qui arrivera vendredi avec un mélange pluie-neige en matinée, tournant à la pluie en cours d'après-midi. Un mercure qui variera entre 4 et 6 degrés. Du côté de l'Abitibi, ça se dégagera aussi d'ici la mi-journée. Le maximum, c'est -2. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, c'est plutôt nuageux avec quelques éclaircies. Il y a encore des flocons possibles ce matin. Les vents diminuent, mais on garde quand même un petit fond, 20-40 km à l'heure, des vents du sud-ouest, 0, 2 degrés au thermomètre. La Gaspésie, la Côte-Nord, sous un ciel variable. Même chose, des vents de 20-40 km à l'heure, 4-5 degrés au thermomètre. Et demain, ce sera une belle journée dans l'est du Québec. On aura pas mal de soleil partout. Pour ce qui est du territoire ontarien, les nuages reviennent sur la portion nord avec une probabilité d'averse de 40 % cet après-midi vers Thunder Bay, un maximum de 3. Sinon, plutôt variable vers Sudbury, Toronto, ensoleillé vers Windsor. On verra le soleil aussi sous forme de mélange soleil-nuage à Ottawa. 5 à 7 degrés pour Toronto, Windsor, plus près de 2 dans le secteur d'Ottawa. On sera autour de 8 à Vancouver avec un ennuagement qui va se faire cet après-midi. Beau temps dans les prairies, Edmonton, Calgary, 3 à 5 degrés. C'est au-dessus des normales pour cette période-ci de l'année. Même s'il y a plus de nuages sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, précipitations très dispersées. Là, s'il y en a, c'est une probabilité d'averse de 30 % seulement. Et 3 à 5 degrés, c'est au-dessus des normales là aussi. Mais on l'a dit, comme le blocage commence à bouger un peu, les régions de l'Ouest canadien vont se refroidir davantage. Et nous, on peut croiser les doigts et espérer nos normales de saison autour de 4-5 degrés vers la fin et le début de la semaine prochaine. J'ai aussi retenu le vortex pour décembre, le vortex polaire. Ouais, je savais qu'en mentionnant ce mot-là, je capterais tout de suite l'attention. Mais retenez incursion de froid. Tiens. Incursion de froid. Ça va être plus doux. Une chose à la fois. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Bonne Véronique. journée. Bonne journée.
Alors, ce qui retient la une dans les quotidiens québécois, en tout cas, c'est certainement cette querelle au parti ou cette crise au Parti libéral du Québec. On a vu hier, donc, cette suspension de Marois Risky, la chef parlementaire, par celui qui est le chef du parti, Pablo Rodriguez, qui, lui, je vous le rappelle, ne siège pas à l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui est le chef du parti. Jean-Philippe Robillard va revenir et va nous faire entendre les différentes réactions hier, mais on en apprend davantage en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin sur cette affaire. Le bureau d'enquête de Québécois parle de textos troublants sous enquête. Ce que l'on peut lire, donc, dans le journal de ce matin, c'est qu'Élection Québec s'intéresserait à des textos qui laissent entendre que des membres du Parti libéral du Québec qui appuyait Pablo Rodriguez lors de la récente course au leadership ont été récompensés avec de l'argent. C'est donc le bureau d'enquête de Québécois. On lit ça sous la plume de Jean-Louis Fortin et de Félix Séguin ce matin. On peut consulter des messages échangés au printemps dernier entre deux personnes. On nomme pas, on n'identifie pas les deux personnes. Deux personnes qui travaillaient activement à l'élection de M. Rodriguez. Les deux personnes font allusion à une récompense pour les membres qui vont voter en faveur de M. Rodriguez. On peut lire dans les textos. Alors, tout le monde va être payé carte cette semaine, puis oublie pas, les cartes de membres, on les rend juste le 8 mai au cas où quelque chose tourne mal. Il va juste rester la sortie de vote et ils vont avoir leur brownie for voting. Ils vont avoir leur brownie for voting. Ce que dit le journal, c'est que dans le jargon populaire, un brownie peut vouloir dire un billet de $100. Donc, est-ce que des gens ont été payés, des membres ont été payés pour voter pour Pablo Rodriguez? Il y a évidemment des questions qui se posent et ça fait partie des choses qui devront être établies par Élection Québec, nous dit le Journal de Montréal. Et il y a des captures d'écran donc de ces textos. Le parti qui est secoué au mauvais moment, alors que ça allait plutôt bien dans les sondages pour le Parti libéral du Québec. Donc, vous pourrez lire ça en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. La presse fait aussi sa une avec cette crise au Parti libéral du Québec en nous disant, effectivement, décortiquant l'affaire. On n'a pas, évidemment, tout l'aspect des textos qu'on retrouve ce matin dans le Journal de Montréal. Sinon, ce qu'on retient dans la presse, c'est que cette neige et ce froid, on en parlait avec Véronique tout à l'heure à la météo, ça fait en sorte qu'il y a bien des consommateurs qui sont déjà en mode Noël, selon des détaillants. La magie de Noël opère déjà en magasin, écrit Nathaël Morissette dans la section Affaires de la presse. La bordée de neige du début du mois semble avoir fait un pied de nez au Vendredi fou, qui se tiendra le 28 novembre prochain. Les consommateurs, semble-t-il, ont commencé déjà à faire leurs emplettes dès l'arrivée des premiers flocons. Il y a bien des choses qui sont populaires, des vêtements d'extérieur pour l'hiver, entre autres, des cadeaux de Noël. Semble que la neige a apporté son lot de consommateurs. C'est ce que disent, en tout cas, des commerçants, entre autres, de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Dans la presse de ce matin, on nous rapporte aussi, et c'est dans plusieurs quotidiens, l'arrestation d'un chef de gang montréalais qui a été arrêté à la demande du FBI, Atna Ona, qui aurait été impliqué dans le meurtre en Colombie d'un informateur, un chef de gang de Montréal, donc, qui a été arrêté pour le meurtre d'un trafiquant de cocaïne commis en Colombie l'hiver dernier. Donc, c'est à lire en une de la presse de ce matin. Dans Le Devoir, on nous parle d'un village palestinien qui est menacé de disparaître. Fin octobre, les autorités israéliennes ont ordonné la destruction de 14 habitations dans un village du sud de la Cisjordanie qui est entouré par 2 colonies. Et là, il y a une course contre la montre qui s'engage pour empêcher l'effacement de cette communauté. Il est aussi en une du Devoir question de littérature, de maisons d'édition féministes. 50 ans de maisons d'édition féministes, les éditions du Remue-Ménage et de La Pleine Lune qui ont largement participé à mettre en avant les autrices québécoises. En une du Globe and Mail, Ottawa et l'Alberta, près d'une entente incluant un pipeline vers la Colombie-Britannique. Des sources affirment effectivement que Michael Sabia a joué un rôle clé dans la conclusion d'un accord qui comprendrait une exemption à l'interdiction des produits pétroliers. Semble qu'Ottawa et l'Alberta sont prêts de conclure une entente énergétique, dit Globe and Mail, longuement recherchée par la première ministre Danielle Smith pour stimuler le secteur pétrolier et gazier de sa province. Ça risque de faire réagir cette histoire aujourd'hui. On va en entendre parler. Puis un peu partout sur la scène internationale, il est question de cet accueil en grande pompe à la Maison-Blanche, donc de Donald Trump qui a reçu en grande pompe le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à la Maison-Blanche. Une spectaculaire réhabilitation diplomatique. Donald Trump a défendu avec vigueur mardi le prince héritier concernant cet assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'était en 2018. Donc, plusieurs articles à ce sujet un peu partout dans les médias internationaux.
Alors oui, crise au Parti libéral du Québec. La première depuis l'arrivée du nouveau chef Pablo Rodriguez. C'est l'une des députées les plus en vue de la formation, Marois Risky, qui était la chef parlementaire donc de l'équipe libérale au Québec, qui a été suspendue du caucus, écartée aussi de son poste de chef parlementaire. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, le parti a évoqué un bris de confiance pour expliquer sa décision. Oui, vous en avez parlé un peu tantôt, parce que Marois Risky a congédié sans lui dire sa directrice de cabinet, Geneviève Hintz, qui est une proche collaboratrice de Pablo Rodriguez, qui l'a suivi, Mathieu, d'Ottawa jusqu'à Québec. C'est sa femme de confiance, on peut dire. Donc, Marois Risky qui l'a congédié pour avoir commis une faute grave dont la nature là, n'a pas encore été précisée. Alors donc, Marois Risky l'a renvoyé sans avertir Pablo Rodriguez, sans lui expliquer non plus les motifs de sa décision. Et c'est ce qui a déplu au chef libéral, là, vous l'avez dit, qui a décidé de la suspendre du caucus, qui lui a même retiré son poste de chef parlementaire, parce qu'on le sait que Pablo Rodriguez n'est pas encore élu à l'Assemblée nationale. Donc, vraiment, elle jouait ce rôle-là à l'Assemblée nationale, parce que, selon Pablo Rodriguez, vous l'avez dit, avec tous ces événements, il y a vraiment une rupture du lien de confiance. On l'écoute. Qu'elle ait renvoyé la chef de cabinet, Mme Geneviève Hintz, sans m'en parler au préalable, sans qu'il y ait eu aucune discussion à ce sujet. Donc, ça a été un effet de surprise totale pour moi, pour les membres du caucus également. Donc, c'est à mon avis quelque chose de très sérieux. Alors, de son côté, la députée Marois Risky, on le sait, c'est une députée qui est très en vue, c'est une députée qui est populaire, qu'on entend souvent, n'a pas voulu commenter après sa rencontre, la rencontre qu'elle a eue hier avec le chef libéral. On l'écoute. J'aurais toujours encore la même réponse, puis je sais que ça peut être frustrant quand c'est la même réponse, mais j'ai pas de commentaire pour l'instant. OK. Mais vous, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Voilà pour les propos de Marois Risky. Peu de commentaires, effectivement. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour que Marois Risky congédie sa chef de cabinet? Oui, il y a mes collègues à Québec, bien entendu, ont obtenu de l'information. Ils ont des sources. Il y a des libéraux qui laissent entendre, Mathieu, que c'est un détournement de ressources qui pourrait être à l'origine de tout ça. Selon eux, les libéraux, il y a des employés de l'aile parlementaire du parti qui sont embauchés à même les budgets de l'Assemblée nationale qui auraient été utilisés pour l'organisation d'une tournée régionale du chef Pablo Rodriguez. Et on sait que l'argent qui est consenti à l'aile parlementaire d'une formation politique, d'un parti politique, doit servir exclusivement au travail des élus qui peuvent, on le sait, embaucher du personnel ou encore rembourser certains frais liés à leur fonction au Parlement. Mais en aucun cas, Mathieu, ça doit servir, cet argent-là, ces fonds-là, c'est des fonds publics, ne doivent servir à des activités partisanes. Oui, je rappelle ce que je disais dans la revue de presse, en tout cas dans le Journal de Montréal de ce matin, on voit des textos qui semblent peut-être laisser présumer qu'il y a des gens qui auraient été payés pour aller voter pour Pablo Rodriguez. Tout ça, évidemment, est sous enquête, mais il y a des éléments nouveaux aussi dans le journal là-dessus. Maintenant, le chef du parti doit tenter de rassurer un peu tout le monde. Oui, il a organisé un caucus pour rallier ses troupes. Il a également rebrassé les cartes, si on peut dire. C'est le député André Fortin qui va maintenant remplacer Marois Risky comme chef parlementaire, tandis que Marc Tanguay devient whip de la formation. Alors, il faudra voir quels seront les impacts, quelles seront également les réactions aujourd'hui. Là, on va suivre ça pour vous. Il y aura certainement d'autres développements au cours de la journée. Aucun doute. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. C'est Samy Robaïne qui se joint à nous maintenant pour les actualités culturelles. Bonjour Samy. Bonjour Mathieu. Alors commençons par parler du ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe. Il avait demandé, lui, au milieu culturel, de lui faire un portrait honnête là, du secteur culturel, a rencontré, a discuté avec bien des gens, puis hier, il a reçu le fruit de ce vaste chantier, une espèce d'état des lieux commandé à la suite donc de mobilisation dans le milieu culturel il y a quelques mois. Oui, il voulait répondre aux nombreuses manifestations et signaux d'alerte envoyés par les artistes et les producteurs ces derniers mois. Son objectif, obtenir une vue d'ensemble des défis, qu'il s'agisse de financement, de diffusion ou de transmission de la culture pour relancer finalement l'action de Québec sur des bases solides. Alors on parle d'une concertation qui inclut tous les acteurs du milieu, des artistes aux diffuseurs en passant par les mécènes, donc les philanthropes et les organismes publics. Bon, et qu'est-ce qui ressort concrètement de ces rapports quant au financement et à la diffusion? Alors on constate une explosion du nombre d'événements soutenus par le ministère, mais le problème, Mathieu, c'est que les enveloppes n'ont pas suivi. Pour vous donner une idée, on parle d'1
un peu plus d'une centaine de festivals qui étaient aidés financièrement en 2015, comparativement à plus de 300 cette année en 2025. Résultat, les montants plus petits pour chacun, avec finalement un risque de fragiliser tout l'écosystème. On constate aussi un déséquilibre dans les soutiens, beaucoup pour la création, mais trop peu pour la diffusion, ce qui nuit à la visibilité des œuvres et des artistes. Donc des enjeux auxquels va s'attaquer le ministère. Par ailleurs, les rapports ont aussi constaté que les dons privés en culture sont très faibles, c'est-à-dire que la cause culturelle arrive seulement en 9e rang de ce que les donateurs priorisent, souvent parce que les philanthropes n'ont jamais été sollicités de façon soutenue à long terme. Québec a donc pris conscience qu'il faut solliciter davantage le secteur privé pour faire exploser les donations. Ouais, toute la question de la transmission de la culture, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Il y a des défis à ce niveau-là, particulièrement chez les jeunes. Oui, les auteurs des rapports préconisent un renforcement des liens culture-éducation. Un sondage cité dans le rapport, pour vous donner une idée, sur les arts de la scène, indique que l'année passée, plus de la moitié des jeunes de 15 à 20 ans affirment avoir assisté à moins de 2 activités culturelles en français. Une tendance que le ministre Lacombe veut donc renverser. Alors, des mesures ont été annoncées pour faciliter les sorties scolaires, entre autres, et inclure garderies et les CPE, par exemple. Mais le ministre de la Culture tient aussi à rappeler que la transmission ne repose pas que sur les réseaux scolaires. Il invite aussi les parents à jouer leur rôle, à mettre la culture d'ici à la maison, sur les écrans et les loisirs familiaux. Oui, effectivement, on a un rôle, les parents, dans tout ça. On va changer de sujet parce qu'il y a une série hommage du Cirque du Soleil, donc, qui va finalement mettre en lumière l'œuvre de Jean Leloup, un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tout ça va prendre vie à l'amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières. Oui, nul autre que John the Wolf. Alors, en près de 40 ans, Jean Leloup a clairement laissé son empreinte musicale au Québec. Alors, on parle de 11 albums, plus d'une centaine de titres. Il y a donc clairement bien assez de matière pour les créateurs de ce spectacle de cirque. D'ailleurs, le créateur Daniel Ross parle d'un univers à la fois déstabilisant, familier, rebelle et rassembleur. Jean Leloup, on le connaît pour sa capacité à surprendre, Mathieu, quelque chose qui sera sans doute exploité. Jean Leloup a réagi à la nouvelle par écrit. Bon, pour vous résumer tout ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très enthousiaste. Tant mieux. Et je vous propose d'écouter quelques réactions de citoyens à la venue du spectacle. Hommage à Jean Leloup, un hommage à quelqu'un qui a été quand même un très bon chanteur, je trouve que c'est une bonne idée. Bien sûr, c'est un bon choix. C'est une vedette qu'on connaît tous. Authenticité. Puis ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Il m'a jamais déçu, musicalement parlant. C'est sûr, c'est un incontournable. À noter que les spectacles se tiendront à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières du 15 juillet au 15 août 2026. Merci beaucoup, Samy. Merci. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.